Bonjour et bienvenue à Virage Vert. On entend de plus en plus parler de commerce équitable, que ce soit avec le café, le thé, le chocolat, mais également les bananes. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Equicosta, la première entreprise d'importation de bananes équitables, mais également Éric Saint-Pierre qui nous présente son livre sur le commerce équitable. Bonjour, Éric Saint-Pierre, photojournaliste, ça va bien? Bonjour, bien merci. Oui. Oui. Alors, on est ici pour parler de commerce équitable. Peut-être juste nous présenter, en gros, c'est quoi le commerce équitable? Je sais qu'on en parle depuis des années, mais il y a encore des gens qui le savent. Non, puis absolument, puis je pense que c'est toujours le fun de revenir à la base aussi. Qu'est-ce que c'est? De manière générale, c'est un commerce qui se veut, mais respectueux des producteurs qui sont à la base des produits qu'on importe. Donc, que ce soit dans l'industrie du café, puis maintenant aussi jusqu'au coton, il y a toutes sortes de critères qui sont mis en place pour établir un prix juste. Et puis aussi, on fait affaire avec des coopératives ou, si c'est des plantations, mais des plantations qui respectent leurs travailleurs. Donc, on s'assure qu'il y ait des conditions de travail, mais aussi des conditions commerciales qui prennent en compte les conditions des travailleurs qui sont à la base de notre commerce. Puis, depuis quand ça existe? Comment ça a été mis en place, le système de commerce équitable? Dans l'historique, il y a deux périodes importantes. Au début, les années 50 et 60, ça a été le début avec l'artisanat. Des réseaux de magasins du monde, qu'on a vu beaucoup plus en Europe, mais aussi ici au Canada avec les réseaux de 10 000 villages. Et donc ça a été les précurseurs. C'est eux qui ont tout débuté, ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce équitable, mais avec l'artisanat. Donc c'était avec des petits groupes d'artisans. On créait à ce moment-là des chaînes de commerce qui permettaient d'écouler leur stock, de vendre leur matériel ici à des prix beaucoup plus avantageux. Et c'est un petit peu à partir de là que le commerce équitable s'est établi. On a vu un petit peu du café arriver dans les années 70. Mais là où il y a eu un autre gros changement, c'est à la fin des années 80, lorsque la certification équitable a été mise en place. On parle de Max Havelaar en Hollande et puis en Suisse. Et puis aujourd'hui, il y a 20 initiatives nationales comme Max Havelaar. Au Canada, c'est Transfert Canada qui font la certification équitable. Et à ce moment-là, ce sont les produits eux-mêmes qui sont certifiés et les compagnies qui veulent faire du commerce équitable doivent remplir les critères du commerce équitable et ils peuvent à ce moment-là apposer leur logo sur le produit et on est assuré que le producteur à la base a été respecté dans son travail. Est-ce que, bon, quand on parle de commerce équitable, est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher pour les gens? Ça va dépendre de quel produit. Au niveau du café, aujourd'hui, si tu compares avec les autres cafés de même qualité, il n'y a pas de différence. Il y a un prix qui est supérieur aux producteurs et ça aussi, ça va bien dépendre des cours du marché. Il y a eu une crise du café entre les années 2000 et 2005 presque. Et là, les cours étaient jusqu'à 50 sous la livre alors que le commerce équitable garantissait 1,26 $. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a vu les prix qui étaient un peu plus chers au niveau du commerce équitable. Aujourd'hui, les prix du marché sont parfois plus hauts que le 1,26 $. Et à ce moment-là, les coopératives ont le prix de la bourse plus une prime sociale, et s'ils font du café biologique, plus une prime biologique. Donc, à ce moment-là, les prix aux consommateurs sont les mêmes. Dans les nouvelles filières, les nouveaux produits qui viennent juste de commencer, des fois, on a des différences de prix. Aussi, des fois, parce que c'est du biologique. Souvent, le commerce équitable est associé au biologique. Alors, tu as une bien meilleure qualité. Donc, si tu le compares à un produit de moins bonne qualité, mais qui est plus commun, bien là, tu vas avoir des différences de prix. Quels sont les produits qu'on retrouve qui sont certifiés équitables au Canada? Il y en a 17 filières différentes. Okay? Les plus connus, bien sûr, le café, le cacao, le chocolat, le sucre. Il y a les autres produits alimentaires, il y a les épices aussi, le thé, bien sûr. Et tu as ensuite maintenant les nouveaux produits transformés, le coton, juste oublié par contre, la banane. La banane parce qu'on commence à l'avoir ici au Québec, mais c'est aujourd'hui aussi important que le café en termes de volume. Donc en Europe, il y a des épiceries qui ne vendent que des bananes certifiées équitables. Et en France, en Suisse, en Angleterre, ça a vraiment pris des proportions importantes et c'est le même, en termes de quantité, c'est les mêmes quantités que le café. Puis en tant que petit consommateur, on se sent souvent impuissant. Est-ce que ça a vraiment un impact? Ça a un impact important. Pour les avoir vus, ces coopératives-là, pour les avoir rencontrées, ces personnes-là qui bénéficient du commerce équitable, ça a un impact très important. Il faut savoir que notre rôle de consommateur, bien, on achète à tous les jours. Donc, c'est un rôle qu'on peut vraiment, un geste qu'on peut poser, mais là, vraiment à tous les jours. La quantité de café qu'on achète par année, c'est 4 à 5 kilos, c'est important. 10 familles qui consomment ici du café vont encourager une famille de producteurs au sud. Donc, c'est quand même pas tant que ça, 10 familles. Alors, ce qui est important,
c'est d'insérer ces produits-là, mais un à la fois. Le café le plus connu, c'est le plus accessible, tous les épiceries en ont. Commencez par acheter du café équitable. Ensuite, peut-être du thé. C'est un autre produit de consommation régulier. Achetez votre thé, mais équitable. Le sucre, pourquoi pas? Et ensuite, l'impact que ça peut avoir au niveau des producteurs, il est double. Le premier, c'est sûr qu'il y a une plus-value en termes d'argent. Donc, ils ont un meilleur revenu par rapport aux produits qu'ils font. Mais ensuite, ils travaillent en association, en coopérative. Et ces coopératives-là ont une partie du prix qui est utilisée pour faire des projets sociaux. La coopérative Uciri, celle que j'ai visitée de café au Mexique depuis 1996, ils ont fait la première école secondaire. Ils ont un centre de santé avec un médecin et un dentiste. Ils ont une coopérative d'autobus pour pouvoir desservir les villages qui sont isolés. Donc, ils ont vraiment mis... Puis aujourd'hui, ils ont propre banque. Tout ça est venu de la coopérative puis du fait que ça soit équitable. Parce que sinon, si ça avait été dans un mode plus traditionnel, on n'aurait pas vu ces changements sociaux-là? Absolument pas. Les écoles secondaires seraient peut-être arrivées parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui au Mexique, mais ça serait venu du gouvernement. En 1983, lorsqu'ils ont mis leur école secondaire sur place, il n'y avait pas d'école secondaire. Le gouvernement ne s'était pas encore impliqué. Donc, c'est du travail qui se fait. Sinon, les producteurs sont laissés à eux-mêmes. Donc, ils vont vendre un commerçant local qui, lui, va vendre un commerçant plus régional. Et donc, ils n'ont aucune emprise sur le développement. Et le problème majeur, c'est que souvent, ils vont s'endetter. On cultive le café 3 mois par année. Donc, ils ont de l'argent 3 mois par année. Et souvent, 3 mois après, cet argent-là, il est écoulé. Donc, on va emprunter au commerçant qui va acheter notre café, mais avec des intérêts et avec souvent un prix fixé qui est beaucoup en deçà du prix du marché. Donc, il y a un cercle d'endettement qui se crée que j'ai vu dans tous les pays, sous tous les produits que j'ai pu documenter. C'était toujours ce même problème-là de l'endettement parce que c'est des périodes, c'est des revenus qui sont petits et c'est juste durant une période de l'année seulement. Donc, le reste de l'année, il faut vivre avec ce qu'on peut. Mais tous vos livres, on voit beaucoup la présence des gens. Est-ce que c'est ce qui vous a intéressé au café équitable ou au commerce équitable en général? Au départ, pas nécessairement. Mais quand tu arrives sur le terrain, c'est des gens que tu rencontres. C'est des gens avec lesquels tu comprends ce que c'est que le commerce équitable. Et pour moi, rapidement, tout de suite, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait mettre un visage sur le commerce. Le commerce, pour nous, je dis souvent, une tasse de café, pour nous, c'est un breuvage, c'est quelque chose qu'on achète à l'épicerie. Non, il y a des gens qui ont travaillé derrière. Essayons de remettre ces gens-là au cœur du commerce. C'est beaucoup plus le fun de savoir que le café est accueilli par Adela et qu'on lui met un visage à cette Adela et puis qu'on sait un petit peu c'est quoi son quotidien. Pour moi, ça personnalise un échange, ça personnalise le commerce et ça le rend beaucoup plus humain. Donc, c'est sûr que je pense qu'au départ, c'était un peu naïf. C'était un peu les rencontres que j'ai eues qui m'ont tellement frappé que j'ai voulu illustrer. Mais rapidement, c'était OK, mais aussi, ça permet de mettre un visage. Moi, j'ai la chance de rencontrer ces gens-là, mais c'est d'utiliser cette chance-là pour le partager avec le plus de gens à travers la photographie. Puis vous avez eu la chance aussi d'y aller sur une plus grande période. Est-ce que vous avez vu vraiment des différences? J'ai vu de l'amélioration et j'ai vu aussi des reculs. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est sûr qu'on part avec une naïveté au départ. J'ai 25 ans la première fois, je suis parti, plein d'idéaux. Et tout de suite, tu es confronté au terrain et ça, j'aime ça. Je pense que c'est le fun d'étudier dans les livres, c'est le fun d'apprendre la théorie, mais c'est beaucoup plus intéressant d'être sur le terrain pour confronter ces idées-là. Francisco van der Hoff, dont je parle dans le livre, qui est un peu le père fondateur de la certification équitable, ça fait 30 ans qu'il vit auprès de ces gens-là. Et à chaque fois qu'il parle, c'est eux, donc il va donner le mérite. Il va dire, c'est avec eux que j'ai appris, c'est eux qui m'ont montré, c'est pas moi qui leur ai enseigné quoi que ce soit, c'est eux qui m'ont enseigné. Et je pense que ça, c'est important de toujours aller voir sur le terrain qu'est-ce que ces gens-là ont besoin. Et de les laisser, eux, décider de leurs besoins aussi. Une des choses que le commerce équitable fait bien, c'est qu'on paye un meilleur prix et eux-mêmes décident des projets qu'ils veulent faire. On n'impose pas des projets parce que ce serait plus beau une école, ça paraîtrait mieux dans notre rapport à l'île. Non. Est-ce qu'eux ont besoin d'une école ou une coopérative d'autobus? C'est à eux de décider. Donc, ces gens-là, je pense que c'est ça qui était important pour moi, de les remettre de remettre leur visage, puis aussi de le voir durant une longue période. Bon, mais c'est sûr que tu vois un petit peu ces familles-là évoluer. Ceux qui étaient des bébés, c'est des adolescents aujourd'hui. Ceux qui étaient des adolescents, mais sont mariés, puis c'est eux qui ont des enfants. J'ai une famille chez laquelle je suis allé à San Pedro Acatlan. Ils étaient 8 enfants en 96, 9 en 98, 10 en 2001, et ils sont rendus 11. Donc, c'est une famille qui grandit, mais les 4 plus vieux ont quitté, dont les 2 plus vieux sont rendus aux États-Unis. Donc, Juan, qui était un jeune ado qui ne parlait même pas l'espagnol, il parlait le miré, sa langue
autochtones. Et puis, je l'ai rencontré à nouveau en 98. Donc, c'est en 2001. Et là, il est rendu technicien en agriculture. Okay. Donc, lorsque j'ai pensé le livre, je me suis dit, Juan va être un beau personnage, ce jeune-là, autochtone, parlant même pas l'espagnol, qui réussit. Oh non, Juan est rendu aux États-Unis. Et là, pourquoi ne pas, ce qui était un personnage qui aurait été positif, devenir peut-être un personnage plus négatif? Je dis non, on va aller le rencontrer aux États-Unis, voir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Donc, je parle de Juan dans le livre, et puis j'ai été revisiter sa famille pour voir eux aussi comment ils se sentaient par rapport à tout ça, pour voir cette réalité-là de l'exode qui est quand même importante pour le sud du Mexique. Puis si on avait un petit dernier mot à dire aux gens qui vont nous écouter face au commerce équitable, qu'est-ce que ce serait? Poser des gestes. Chaque geste, c'est du concret. Et c'est du concret non seulement pour vous, parce que vous allez apprendre, je pense, des choses, mais c'est aussi des gestes surtout concrets pour les producteurs au Sud. Et comme consommateur, ça vous permet de vous poser des questions aussi. T'sais, on a une crise économique en ce moment, on se sent souvent très impuissant par rapport à tout ça, tandis que nos achats, c'est à tous les jours. Si on s'informe un petit peu de qui on achète, mais ça pose des gestes, puis ça permet de faire un impact sur notre vie économique, sur notre monde économique en ce moment. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ah, c'est comme les cafés. J'achète le café équitable. Oui. Ça veut dire que c'est où les gens le font, c'est des gens qui sont partiellement exploités et puis que ça aide à ces gens-là à avoir un salaire. Le commerce équitable, mon Dieu, c'est des produits qui sont faits probablement plus bio que d'autres choses pour les vendre, là, j'imagine. Je sais qu'il y a le café équitable, là, mais j'en connais vraiment pas plus que ça. Bien, le commerce équitable, ça serait je trouve qu'on paye plus cher que les États-Unis quand on veut acheter. Si on veut acheter une voiture, c'est plus cher ici que les États-Unis. Fait que pour moi, le commerce n'est pas équitable. Si on va aux États-Unis, on paye moins cher. On paye 8 000 puis 10 000 moins cher une voiture. Ici, on paye 10 000 plus cher. Fait que c'est pas équitable. Le commerce équitable, c'est payer le vrai prix de ce que coûtent les denrées alimentaires qui viennent d'ailleurs, par respect pour l'environnement et les travailleurs des autres pays. Les bananes sont un produit de consommation usuel. Toutefois, pour les produire, on utilise beaucoup de pesticides et les revenus vont rarement aux producteurs. Une entreprise bien de chez nous a décidé d'importer des bananes équitables. Audrey Quirion-Campo nous présente Equicosta et les bananes équitables. Le développement des communautés, c'est une base du commerce équitable. Donc, dans le cas des bananes, le café, c'est un peu différent parce que ça fonctionne à la livre, mais dans le cas des bananes, on verse 1 $ US de prime sociale par caisse de bananes. Donc, nous, on importe environ 1080 et puis des fois jusqu'à 2000 caisses par semaine. Donc, 1 $ US par caisse. Dans une petite communauté de 57 familles avec laquelle on travaille, ça veut dire qu'au bout de l'année, c'est au-dessus de 100 000 $ qui est versé dans la coopérative pour le développement communautaire. Et ça, c'est directement dans le compte de la coop. Et elle fait des rapports. Elle dit on va investir 20 000 $ dans un fonds de sécurité si jamais il y a des inondations, comme ils ont connu des énormes inondations cette année. Donc, ils se font un fonds de réserve pour pouvoir redémarrer les plantations, accéder à des vivres. Ils ont toute une assurance accident, une assurance vie, des bourses pour les enfants pour pouvoir aller à l'école. Ils ont déparasité l'an dernier 817 enfants qui avaient des problèmes avec l'eau contaminée. Donc, la déparasisation, des analyses de laboratoire pour voir si leurs producteurs ont aussi été contaminés par les produits chimiques. Donc, toutes sortes de choses comme ça, des milliers de projets. Là. La différence est énorme. L'impact du commerce équitable et biologique, donc les deux aspects ont un impact. Le commerce équitable, premièrement, on fait affaire avec des petits producteurs qui ont leur propre terre, donc de 1 à 4 hectares. Des fois, les plus grands propriétaires ont jusqu'à 10 hectares, ils travaillent en famille. Donc l'impact pour les populations, c'est qu'ils ne travaillent pas dans les pesticides, donc ils préservent la santé de leur famille et c'est le choix que font la plupart des producteurs qui se tournent vers le biologique. C'est d'abord et avant tout une question de santé parce qu'on s'empoisonne facilement avec les pesticides sur le terrain. Donc, premièrement, on a affaire avec des petits producteurs qui ont à cœur le développement de leur chez-soi parce qu'ils vivent sur leur plantation. Donc, ils plantent des arbres, ils ont à cœur de voir des oiseaux arriver, c'est des amoureux de la nature, tandis que dans les grandes plantations,
mais on vise le maximum de productivité. On met énormément de pesticides pour faire le plus grand nombre de fruits. Ensuite, l'impact environnemental, c'est que les nappes phréatiques sont énormément contaminées par les pesticides. On passe en avion à chaque semaine dans les monocultures conventionnelles. À chaque semaine, on passe avec des pesticides qu'on envoie. Les gens habitent sur les plantations, la cour d'école est juste là, tout se fait asperger. La dispersion est énorme. On dit que jusqu'à 90 % est perdu en dehors de la plantation, soit par le ruissellement ou par tout simplement que ça prend un autre courant d'air. Donc, ça se retrouve et ça contamine tout ce qu'il y a autour. Ça rentre dans les nappes phréatiques et les gens boivent l'eau et s'empoisonnent de partout. Puis finalement, il n'y a aucun animal qui vit sur ces monocultures-là. C'est un silence total. Aucune autre herbe qui pousse sauf le bananier. Donc, c'est mort, c'est un désert. Et puis quand on rentre sur une plantation qui est biologique, et si en plus elle est comme dans le cas de nos bananes Epicosta, ce sont des bananes qui sont cultivées en biodiversité. Donc on introduit aussi des cocotiers, des manguiers, des arbres de bois nobles, ce qui fait en sorte qu'on trouve une diversité dans la faune, dans la flore. Et puis on rentre et c'est vivant. On entend des oiseaux, on entend des insectes. C'est très rassurant, ça fait du bien. Puis ça préserve l'écosystème et la qualité des sols aussi. Les normes d'agriculture biologique sont correspondantes aux normes québécoises. Ce que ça veut dire, c'est que la terre doit, par exemple, c'est des exemples, c'est très grand les normes. La terre doit être restée 3 ans sans avoir aucun intrant chimique. Donc, on demande une période de transition de 3 ans avant d'obtenir la certification biologique. Ensuite, il n'y a aucun engrais de synthèse qui est apposé, donc seulement des engrais naturels, comme du fumier ou du thé de compost, des macérations de plantes qui vont redonner des sels minéraux au sol. Et puis, toutes les utilisations de pesticides, insecticides chimiques et non autorisées. Et puis, finalement, la certification du producteur doit être une certification qui est reconnue par le Québec et les normes biologiques au Québec. Donc, aucun produit dont la certification n'est pas égale ou supérieure aux normes québécoises ne peut pas entrer comme produit biologique au Québec. Je prévois l'avenir du commerce équitable et biologique très grand à la mesure où les gens ont envie et de plus en plus parlent des questions environnementales et des populations du Sud. On se rend compte que nos achats ici, tout ce qu'on achète de la Chine, ça a un impact à l'autre bout. Tous nos fruits et nos légumes, on dépend de ces populations-là, avec les soulèvements qu'il y a eu dans différents pays parce que les gens ont faim. Ils ne peuvent plus se permettre l'achat de denrées. Il est primordial que les citoyens, tous ensemble, décident de faire un virage, puis de faire le changement, de choisir des produits qui sont biologiques, des produits qui sont locaux, des produits qui sont équitables pour le respect des populations sur la Terre, puis aussi de l'environnement. Donc, ça ne peut qu'aller en croissant et ça croisse depuis que c'est né. Ça double à chaque année, le commerce équitable au Québec. Puis en Europe, c'est rendu très, très grand. Ici, ça prend un peu plus de temps, mais je crois qu'on peut arriver au même résultat. Et puis comme par exemple en Suisse, 55 % des bananes actuellement sur le marché de la Suisse sont équitables. Donc, mais c'est l'éducation, c'est chacun. On en parle dans nos familles, on en parle à l'école. Et puis quand on arrive à l'épicerie, c'est bien beau parler, mais on prend action, puis on décide, OK, 20 sous de plus, mais je suis sûre qu'il n'y a pas d'enfants qui ont travaillé dans les plantations, que les travailleurs avaient des bonnes conditions de travail, qu'ils sont propriétaires de leur terre, que l'environnement est respecté. Donc, je participe à l'équilibre de la planète. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@vidéotron.ca. L'émission Virage Vert est en rediffusion sur les ondes de TVR9 le mardi à 19h et le jeudi à 10h30. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. Le temps des fêtes, c'est un moment où on fait beaucoup de consommation et aussi beaucoup de gaspillage. Alors, j'ai pensé aujourd'hui vous présenter quelques trucs et conseils qui sont tirés de mon livre qui a été publié cette année aux Éditeurs Réunis. C'est un éditeur qui est local, qui est implanté dans la région. Alors,
Pour les conseils puis les trucs, entre autres, j'aimerais vous proposer quelques stratégies qui vont vous être utiles au moment de l'achat de vos jouets, au moment de la planification de vos repas, puis au moment de l'emballage des cadeaux. Tout d'abord, les gestes qu'on pose au quotidien devraient être orientés vers l'une ou l'autre des stratégies suivantes. On diminue notre consommation. On essaie de diminuer la quantité d'ordures qu'on envoie au site d'enfouissement. On fait attention au recyclage, à la réduction. Finalement, on pratique les 3 ARV. On fait attention aux produits qui pourraient être nocifs pour l'environnement et aussi, on essaie de faire attention à acheter des produits qui sont d'origine locale lorsqu'on choisit toutes nos décorations ou lorsqu'on choisit des cadeaux pour nos enfants. Alors, ces stratégies-là peuvent nous servir tout au long de notre magasinage de Noël, que ce soit au moment de planifier notre repas du temps des fêtes. Une belle stratégie, justement, ou un bel objectif pour des fêtes cette année, ce serait, par exemple, d'avoir des fêtes 100% québécois. Alors, des fêtes écolo, ça commence d'abord par le choix d'un sapin écolo. Pour un sapin écolo, on pourrait privilégier un sapin qui est naturel, c'est-à-dire un sapin qui a poussé et qui a produit du CO2 en poussant. Alors, ça devient un allié pour nous dans le combat des gaz à effet de serre. Même si, par exemple, le sapin est jeté après utilisation, on considère qu'il est plus intéressant du point de vue de l'environnement qu'un sapin fabriqué en plastique et à partir de dérivés de pétrole. Il existe un producteur de sapins dans notre région. Il est à Saint-Angèle-de-Monoir. Vous pouvez aussi vérifier pour trouver un producteur près de chez vous dans le bottin de l'Association des producteurs de sapins Noël du Québec qui est disponible sur Internet. Évidemment, on a besoin de décorations pour notre super sapin. Alors, on privilégie des décorations qui ne vont pas s'entasser dans notre sous-sol d'année en année. On peut, par exemple, faire nous-mêmes nos décorations avec les enfants, ce qui, en plus, est une belle activité. Pour les lumières à l'extérieur et pour le sapin, si on doit acheter des lumières, on privilégie des ampoules d'ailes qui utilisent moins d'énergie. Pour les cadeaux, il y a différentes stratégies qu'on peut adopter pour les rendre un peu plus verts. Par exemple, lorsqu'on achète un jouet, on peut faire attention et privilégier les jouets qui ne consomment pas de piles pour éviter de gaspiller l'énergie inutilement. Si on utilise des piles dans un jouet, évidemment, on met des piles rechargeables. Une autre chose qui est importante de regarder lorsqu'on achète un jouet ou un cadeau pour quelqu'un, alors c'est de regarder la provenance de l'objet. Il y a beaucoup de compagnies qui font des choses ici au Canada ou aux États-Unis, ce qui est quand même passablement moins loin que la Chine. Au moment de l'achat, on retourne notre jouet ou notre objet à l'envers et on regarde près du code-barre, voir s'il a été fabriqué ici au Québec ou ailleurs au Canada. Il existe une multitude d'artisans qui œuvrent tout près de chez nous. Offrir un cadeau qui a été fabriqué localement, c'est une belle façon d'encourager l'économie locale et c'est souvent apprécié par les personnes qui le reçoivent. Alors, je vous invite à aller vérifier, voir qu'est-ce qui se fait tout près de chez vous. Comme par exemple, vous pourriez offrir des savons biodégradables les soins corporels L'Herbier à Mont-Saint-Grégoire. Vous pourriez offrir une courte pointe qui a été fabriquée à Sainte-Brigitte d'Iberville par l'atelier Courte aux Pointes. Ou vous pourriez aussi offrir des porcelaines de porcelaine Bousquet à Saint-Jean-Baptiste. Une autre chose qui est intéressante à offrir à Noël, ce sont des produits équitables ou biologiques. Comme ces produits-là sont un petit peu plus dispendieux, il y a beaucoup de gens qui évitent de les acheter parce qu'ils constituent pour eux une petite gâterie. Alors, à Noël, on ne se gêne pas, on leur offre des produits équitables comme du chocolat ou des fromages biologiques. Une autre chose qui est importante de considérer lorsqu'on offre un cadeau, c'est évidemment l'emballage. Il y a beaucoup de papiers d'emballage qui sont disponibles sur le marché qui sont ni recyclés ni recyclables. Alors, on peut vérifier pour voir si on peut trouver un produit un peu plus intéressant pour emballer nos objets. Par exemple, on peut se servir d'un sac cadeau qui, lui, peut être réutilisé de fois en fois. On peut aussi utiliser des belles boîtes cadeaux. Comme chez nous, on utilise des boîtes cadeaux qui servent de Noël en Noël, qui sont devenues une tradition. La même chose va pour les choux et pour les rubans. On essaie d'utiliser des rubans et des choux en tissu qui peuvent être réutilisés d'année en année. Et pourquoi pas offrir un cadeau qui est tout simplement pas emballé? On offre un certificat cadeau à une auberge tout près d'ici, comme l'auberge Enfield à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, un abonnement à des spectacles au Centre culturel de Belleuil et pourquoi pas tout simplement un bon d'achat chez un fromager ou un fleuriste local. Toutes ces choses peuvent être offertes sans emballage, ce qui est mieux pour l'environnement. N'oubliez pas que les objets de seconde main constituent de très beaux cadeaux. On a déjà pu offrir 3 livres d'une même série à ma mère plutôt qu'un seul pour le même prix. Les enfants aussi, habituellement, ne voient pas la différence entre un objet qui est usagé et un objet qui est nouveau. En autant que tous les morceaux du casse-tête soient là, ils ne verront pas la différence. Les bonnes Noëls sont une autre belle tradition du temps des fêtes. Voici quelques conseils pour les rendre un peu plus verts. Premièrement, il n'est pas nécessaire d'emballer tous les objets qui prennent place dans le bas. Aussi, on n'est pas obligé de remplir le bas à ras-bord.
On peut aussi profiter du Bon Noël pour faire découvrir aux membres de notre famille des objets écologiques qu'ils ne connaissent pas. On leur offre par exemple du chocolat biologique et équitable, un peu de café, un livre sur le compostage, un aérateur pour les vides cuisine ou un Tanky Clipper qui permet de sauver de l'eau dans la cuvette. On leur offre une veilleuse ou une lampe de poche qui emploie la technologie d'elle, des serviettes de table en coton biologique ou en chambre, ou un abonnement à la revue sur la consommation responsable. Le temps des fêtes ne serait pas complet sans un joyeux réveillon en famille ou entre amis. Voici quelques conseils pour le rendre un peu plus écologique. Par exemple, on évite d'utiliser de la vaisselle jetable. Quand on fait une fête pour 15 personnes et qu'on utilise de la vaisselle jetable, on a de quoi remplir un sac de poubelle facilement. Comme le transport des victuailles pour notre festin a un impact environnemental important, on essaie d'organiser notre menu en fonction de l'offre alimentaire de notre région. Ça semble impossible en plein milieu de décembre? Détrompez-vous. On peut par exemple utiliser des bières artisanales qui ont été brassées tout près de chez nous à Saint-Polycarpe, ou on peut aussi acheter des bons cidres mousseux de la cidrerie de Michel Jaudoin. On peut préparer pour nos convives une entrée délicieuse fabriquée à partir de pousses et de germination qui ont poussé tout près d'ici à Saint-Hilaire, à la ferme Jardin de Bethel, accompagnée bien sûr d'un superbe magret de canard séché qui provient des Champs d'Élysées à Marieville. Pour le plat principal, on prépare un cassoulet pour nos invités. C'est un plat réconfortant à Noël et ça peut être fait à partir de fèves qui proviennent du domaine Valton d'Osiris à Saint-Mathias et de saucisses fraîches qui proviennent du saucisson vaudois à Sainte-Brigitte d'Iberville. Pour le dessert, on enchaîne avec une tarte délicieuse et chaude, tout droit sortie du four qui provient de la ferme Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire, où on accompagne ça de délicieux chocolats de la Cabosse d'Or à Otterburn Park. Pour vous faciliter la vie dans la planification de votre menu des fêtes, je vous propose de vous abonner à l'écomarché de solidarité régionale, ici même à Belleuil, qui regroupe plusieurs producteurs de la région et qui vous permet de composer un menu intéressant et quand même à un prix abordable. Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. C'est ce qui termine notre émission sur le commerce équitable. Je vous souhaite une merveilleuse période des fêtes et on se revoit en 2009. Mais d'ici là, n'oubliez pas de prendre le virage vert.